Bonsoir à tous et bienvenue sur cette room quotidienne, les Speakers Conference Club. Ça, c'est une marque de fabrique qui réunit deux entités. L'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels, qui est représentée par Philippe Boulanger, et lesspeakers.com, agent de conférenciers, représenté par Eric Blo, qui va nous rejoindre d'ici quelques temps. Le programme, il est très simple. Chaque soir, une room inédite. Chaque soir, de nouveaux talents que vous allez découvrir et avec lesquels vous allez pouvoir échanger. Mon nom est Christian Poncet. Ce soir, c'est à moi qu'il advient de jouer le rôle du facilitateur, de celui qui met de l'huile dans les rouages. Et puis, vous avez un invité chaque soir. Et ce soir, c'est Jérôme Adam. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Alors, Jérôme, pour vous le présenter en deux mots, c'est pas possible. Donc, on va en prendre un peu plus parce que Jérôme, il est serial entrepreneur, il est expérientiel, il fait des rencontres, il anime plein de choses. Il vient de terminer un film qui s'appelle, et c'est ce qui a donné le titre de cette room, Tout pour être heureux. Alors évidemment, Jérôme, c'est normal parce que tu as expériencié plein de choses. Créateur, serial entrepreneur, explorateur, le sport, la souffrance, la joie, l'entreprise, les difficultés, l'espoir, la persévérance, les rencontres, les entreprises. Évidemment que tu as tout pour être heureux, Jérôme, non? Bah écoute, aujourd'hui en tout cas, j'ai une belle famille, j'ai un métier qui me plaît et je fais plein de choses. Donc oui, effectivement, je peux me réjouir de pas mal de choses et je peux regarder ce côté-là. Et puis, comme chacun, j'ai eu aussi mon lot d'emmerdes ou de difficultés à surmonter. Voilà, je gère, je vis avec et je pense Alors, c'est qu'aujourd'hui, peut-être la raison, Jérôme, pour laquelle, à ce tout pour être heureux, tu as ajouté un point d'interrogation. Et tout au long de cette room, c'est ce que nous allons voir. Nous allons essayer de comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, ta vie, ton œuvre, tes espoirs, tes désespoirs, s'il y en a eu, et ce qui t'a amené, depuis que tu es né, à faire ce parcours assez exceptionnel qui est d'être conférencier, entrepreneur et d'avoir produit ce film. Tu en es à quelle étape de ce film? Alors, écoute, on va commencer le montage son. Donc, on est en post-production là. L'année dernière, en pleine période de Covid, de pandémie, on a effectué le tournage. Donc, ça a été des moments assez compliqués parfois. Je pense notamment à notre tournage en Espagne et en Catalogne plus particulièrement parce que, alors qu'on avait réussi à obtenir toutes les autorisations pour aller tourner dans des décors magnifiques et des autorisations qui étaient compliquées à avoir, le vendredi, la veille du départ, il y a le Premier ministre français, donc Jean Castex, qui prend la parole depuis Charles de Gaulle et qui dit qu'il invite tous les Français à rester en France et ne pas aller en Catalogne. Et nous, ça faisait des semaines et des semaines qu'on bossait sur ce tournage. Donc voilà, donc c'est un exemple pour montrer que l'année dernière, c'était assez rock'n'roll avec les conditions sanitaires, mais on a réussi à faire notre tournage de janvier à octobre. Et donc nous sommes allés dans différentes régions en France, en Champagne, à Paris, en Gironde, en Normandie. Et puis aussi, on a tourné en Espagne et avec New York. Bien, eh ben, on voilà des choses intéressantes dont tu vas nous parler tout au long de cette room, mais pourtant, on va pas commencer par ça. Ah, Je voudrais te demander ce que tu penses de l'équipe de France de football qui vient d'être sélectionnée. ah là là, mais tu sais bien, moi, mon cœur ne bat que pour le Stade de Reims. Ben justement, c'est là que je voulais t'amener. C'est là que je voulais t'amener. Euh, et est-ce qu'il y a des membres du Stade de Reims dans l'équipe de France? Ah non, enfin, ça fait quelques années, voire décennies qu'on n'a pas vu ça dans l'équipe première, mais donc non, non, moi je reste supporter et j'ai joué au Stade de Reims jusqu'à l'âge de 15 ans. J'étais capitaine de l'équipe au niveau cadet et voilà, je suis resté un fan du club. L'équipe de France, je suis, mais c'est vrai que je me suis un peu détaché. J'ai trouvé que le foot aujourd'hui, c'est plus forcément très spectaculaire et que la tactique prenait une place très importante sur la créativité. Et pour le dire clairement, je trouve que
on s'ennuie de plus en plus dans les matchs de foot. Bien. Alors, à cette époque-là, quand tu es à Reims, tu es délégué de classe, tu joues au foot, ça se passe plutôt bien hein, au foot. Oui, oui, oui. Bon, à l'école, ça se passe bien. Je suis délégué des élèves de seconde, ça se passe bien. Au foot, donc, je suis capitaine de l'équipe et voilà, je suis au stade de Reims dans l'école de foot du club. Donc, ouais, ouais, ça se passe bien. Oui. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce que le foot, ça s'arrête. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pars en voyage avec mes parents. Donc, je suis originaire d'un village près de Reims, dans la montagne de Reims. Alors, ça fait toujours rire quand je dis ça parce que les amis qui viennent me voir me demandent toujours où est la montagne. Et c'est vrai que c'est un parc naturel qui culmine seulement à quelques centaines de mètres de Mhm. haut, mais on appelle ça la montagne de Reims. C'est très, très joli. Et donc, je suis originaire d'un village de cette montagne de Reims. Mes parents y ont toujours vécu. Donc, c'est vraiment pour voilà, planter le décor. Mes parents sont producteurs de champagne, donc culture plutôt terrienne. Et, euh, et on fait notre premier voyage de famille. On quitte la France, enfin la France, non, on quitte la métropole puisqu'on va aux Antilles. Et arrivé aux Antilles, je dis à mes parents, je ne vois plus clair. Et donc, on va découvrir en fait au retour que j'ai une tumeur au cerveau. Et cette tumeur au cerveau va être un premier basculement dans ma vie, ouais, effectivement. Bien. Alors, ça ne t'empêche pas de faire des études, bien au contraire, puisque tout se passe bien au niveau des études. Tu repasses ton bac à Reims et ensuite tu pars à l'ESSEC dans un cours d'entrepreneuriat, c'est bien ça? Alors, donc, j'ai cette tumeur au cerveau, et donc, pour être très clair, puisqu'on l'a un peu sous-entendu, donc je perds la vue, je deviens aveugle suite à cette tumeur au cerveau. Et oui, c'est ça, je reviens à Reims passer mon bac quand même, après avoir passé 2 ans à Paris pour me réadapter. Et je fais mes études supérieures, d'abord à Sciences Po, en fait, à Paris, et après à l'ESSEC, l'école de commerce, où là, je suis un cours d'entrepreneuriat, après avoir fait un échange aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Alors, j'avais choisi la Nouvelle-Orléans parce que je me suis dit, bon, je vais partir 4 5 mois, c'est pas ça qui révolutionnera forcément ma vie. Et donc, j'avais choisi cette belle destination en me disant que culturellement, ça serait riche, et puis que je pourrais aussi m'initier à des activités nautiques comme le barefoot, le kneeboard, enfin plein d'activités nautiques. Et donc, j'avais fait ce choix de partir à la Nouvelle-Orléans. Et en rentrant, je termine l'ESSEC, je suis un cours d'entrepreneuriat et je lance ma première boîte avec 3 associés à la sortie de l'ESSEC ouais, en 2000. Ouais, et tu as 23 ans. Première Exactement, ouais. boîte à 23 ans, et c'est là que tu deviens serial entrepreneur. Qu'est-ce que tu as appris aux États-Unis? Parce que euh, l'erreur n'est pas considérée en France comme elle peut l'être aux États-Unis. Est-ce que tu as expérimenté ça là-bas? Alors aux États-Unis, j'ai appris énormément de choses et j'ai eu la chance en fait de me lier d'amitié avec pas mal de professeurs, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les études supérieures aux États-Unis. Les professeurs sont assez accessibles et on peut créer des liens assez facilement. Ça peut arriver aussi en France, hein, je ne dis pas le contraire. Et, euh, et donc j'ai bien sympathisé avec un prof de marketing et j'ai appris pas mal de choses et notamment, alors sur le thème de l'erreur, pour être très concret, lui m'avait dit bah, tu vas rentrer en France, tu vas créer ta première boîte et si tu te plantes, c'est pas grave, tu auras appris pour la suivante. Et c'est la première fois, c'est vrai, donc ça c'est en 2000, que j'entendais un discours aussi positif sur l'échec. Après, j'ai appris énormément de choses et notamment être peut-être un peu plus factuel et un peu plus direct. Et je me rappelle, ce même prof m'avait demandé si mes parents pouvaient lui envoyer du champagne aux États-Unis. Et alors moi, j'étais encore un peu dans le moule Sciences Po, je n'étais pas complètement désintoxiqué. Et donc à Sciences Po, on m'apprenait beaucoup à faire des oui mais ou ce qu'on appelle souvent maintenant en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui mais non. Et donc je lui avais dit, bah tu vois, en Champagne, tu as des producteurs comme mes parents, donc des récoltants manipulants, tu as les négociants comme Moët et Chandon. Enfin, j'avais commencé à lui faire une typologie des acteurs du champagne. Il m'avait coupé en me faisant yes or no. En gros, il m'avait posé une question très simple est-ce que mes parents pouvaient lui envoyer du champagne? Et moi, j'avais commencé à lui faire une dissertation. Et donc, j'ai appris aussi à être un peu plus cash, un peu plus factuel et clair dans mes réponses. Mais voilà, ça a été vraiment une révolution pour moi, ce passage aux États-Unis. Et la création de ma première entreprise, puis les suivantes, ont, je vais dire, continué ce travail de clarification, d'être factuel, de savoir doser ce qui relève de l'émotion ou du rationnel. Enfin voilà, ça a été un tournant supplémentaire dans ma vie, ce passage aux États-Unis, c'est sûr.
Bien, j'en profite pour accueillir avec nous Loïc Simon, Bruno Mario, Jade. Messieurs, vous êtes effectivement les bienvenus et nous allons partager avec vous vos réflexions, vos commentaires, quand vous le voulez, avec Jérôme Adam. Alors, Jérôme, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'entreprendre exactement et vers quoi t'es-tu dirigé avec les différentes entreprises que tu as créées? Parce que ce n'est pas tout. Ta deuxième boîte est une boîte de production audiovisuelle. Et là, tu te diriges clairement vers ce métier. Alors, c'est ma troisième boîte, parce qu'entre-temps, il y a eu une boîte en innovation, Easy Life. Et donc, J'en crois pas mes yeux, qui est la boîte de production audiovisuelle que j'ai fondée avec Guillaume en 2010, Guillaume Buffet. Donc, on a démarré avec des séries humoristiques sur le thème de la diversité et des séries vendues aux entreprises comme outil de formation et diffusées sur le web, également un peu à la télévision. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis à fond dedans, puisque là, on est en train de boucler notre premier long métrage. Donc, c'est sûr que c'est devenu mon activité principale, même si il y a quelques années, j'ai développé aussi des conférences et professionnalisé cette démarche de conférencier. Pourquoi j'ai entrepris? C'est une question qui revient souvent. Et finalement, je pense que entreprendre, c'est un état d'esprit. Mais pour moi, entreprendre, il n'y a pas besoin de créer sa boîte pour être entrepreneur. On peut entreprendre dans son quotidien en prenant des décisions, en prenant des risques, en étant moteur, en étant à l'écoute des autres. Tout ça pour dire que entreprendre, pour moi, c'est plutôt avant tout un état d'esprit et un ensemble de valeurs qui font que dans son quotidien, on va avoir des comportements d'entrepreneur. Et je pense que historiquement, moi, j'ai baigné dans une famille où mes parents avaient leur boîte, leur business dans le champagne. Donc, j'entendais parler de problématiques de stock, de gestion des clients, etc. Et puis, tu vois, on me disait tout à l'heure que j'avais été délégué de tous les élèves de seconde, que j'étais capitaine de mon équipe de foot. Donc, il y avait peut-être cette fibre un peu de leadership, ou au moins de prendre des initiatives et d'être un peu le porte-parole. Mhm. Et je pense qu'un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui aime bien défendre parfois des idées et vendre avant tout sa boîte, ses idées, son produit, son service. Donc voilà, donc je pense que c'est un peu tout ça qui fait que je me suis lancé. Et puis j'aime bien le collectif. Et on peut entreprendre seul, mais on peut aussi entreprendre avec des associés et créer une équipe autour de soi. Et ça, moi, c'est ça qui me motive avant tout, je pense. Alors, je te propose cette citation de Boris Cyrulnik, qui est le neuropsychiatre que l'on connaît tous, et qui dit nous ne sommes pas une île, nous sommes tous interconnectés. Qu'est-ce que tu en penses? Nous ne sommes pas une île, nous sommes tous interconnectés. Ouais. Bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait de tout pour être heureux. Tu me posais la question. Et à travers les différentes phases dans lesquelles je suis passé, où ça a été parfois difficile, il y avait ces phases de solitude. Et j'ai toujours considéré à ce moment-là que la solitude subie, c'est-à-dire que quand elle n'est pas choisie, ben, c'est assez difficile. Donc, interconnecté, oui, mais en même temps, je pense que l'isolement guette quand même pas mal de personnes, et qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai danger d'avoir une société atomisée, que ce soit sous forme de chacun avec ses croyances, que ce soit chacun derrière son PC, parce que voilà, on travaille à distance, etc. Donc, Mhm. être interconnecté, oui, mais je pense que le lien social aujourd'hui, c'est un vrai enjeu, c'est une vraie problématique, et ça va être un enjeu des années à venir. Comment on fait pour garder du lien social, même si potentiellement on est tous interconnectés avec les outils, quoi. C'est-à-dire que la connexion rapproche ceux qui sont loin et éloigne ceux qui sont proches. C'est un peu ça? Bah, quand j'ai vécu aux États-Unis, ce qui m'a frappé, c'était cette capacité où je trouvais que les gens pouvaient vivre seuls, et j'en ai discuté avec des profs qui venaient d'Europe et qui s'étaient installés aux États-Unis, et ils me disaient tous, si tu arrives seul, c'est quand même très très dur ils me disaient de survivre dans cet environnement. Et je trouvais quand même qu'aux États-Unis, ils avaient cette capacité à vivre de façon un peu atomisée, un peu seul. Et il y avait moins de liens, je trouvais. Mhm. Et quand je suis rentré en France, ouais, ça s'est confirmé. J'ai trouvé qu'on était quand même plus dans le lien. Et voilà, on parle des bars, des restaurants, de cette vie sociale qui nous manquait là, avec le confinement. Et je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer. Et l'interconnexion, les outils, c'est bien, ça nous permet de continuer à avoir un minimum de liens dans ces périodes difficiles.
mais ça suffira pas. Et donc, voilà, donc dans cette citation, nous sommes tous une île, c'est ça, et nous sommes interconnectés. Nous ne sommes pas une île, Nous ne nous sommes sommes pas une tous île, pardon, nous sommes tous interconnectés. interconnectés. Voilà, j'aime bien l'idée qu'effectivement, il ne faut pas qu'on devienne une île et qu'on soit tous isolés des autres. Mais dans interconnecté, j'essaye d'apporter cette nuance, ce bémol, que interconnecté, c'est aujourd'hui, on le voit beaucoup avec sous l'angle des outils, mais les outils, ça ne suffit pas en fait. Alors Jérôme, tu es également le co-auteur d'un livre qui a pour titre Entreprendre avec sa différence. Que voulais-tu faire en sortant ce livre? Alors, ce livre, bon, il commence un peu à dater, même si récemment, j'ai certaines personnes qui l'ont relu et qui m'ont dit qu'il était toujours d'actualité. Mais bon, sur la couverture, il y a une photo de moi et j'ai des cheveux, et là, vous voyez bien que le temps est passé quand même. Donc, j'ai plus de cheveux aujourd'hui. Donc, à l'époque, ce que je voulais dire, et je pense que ce qui reste encore d'actualité finalement, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que entreprendre, c'est avant tout un état d'esprit et une façon d'être, et qu'il n'y a pas besoin de créer sa boîte pour être entrepreneur, pour entreprendre sa vie en fait, et prendre sa vie en main, essayer d'oser, d'innover, de prendre des initiatives, prendre des risques. Donc voilà, le message que je voulais faire passer, c'est que entreprendre, c'est un état d'esprit, et donc je développais différentes valeurs, différentes thématiques qui m'avaient semblé importantes, moi, pour surmonter les épreuves que j'ai pu traverser, que ce soit la tumeur au cerveau et la perte de la vue, que ce soit l'addiction à la drogue de mon frère, et on va en parler puisque c'est le thème du Bien film, sûr, Tout pour être bien heureux, sûr. et donc ces épreuves, et puis aussi créer mes entreprises. Donc voilà, dans ce livre, j'ai voulu rassembler toutes les caractéristiques, toutes les valeurs qui m'avaient permis d'avancer et de passer au-delà des difficultés rencontrées. Alors, on a encore plein de choses à explorer avec toi. On va parler de cette expérience que tu as vécue en vélo, parce que ça, c'est un peu fêlé. Il faut être un peu fêlé quand même pour entreprendre ça. On va en parler tout à l'heure. On va parler des conférences que tu donnes dans les entreprises. Et puis, on va terminer avec ce film qui est une expérience, je pense, assez troublante pour toi, parce qu'elle va chercher très, très loin dans ton passé. Le film, c'est le titre de cette room. Tout pour être heureux, point d'interrogation. Donc, si vous nous rejoignez, c'est une room qui est quotidienne. Je souhaite la bienvenue à Philippe, à Carole, à Virginie. Manifestez-vous si vous souhaitez prendre la parole et échanger avec Jérôme. On a déjà Loïc et Bruno qui sont là, qui eux sont un peu habitués. Tu es conférencier, je le disais tout à l'heure. Que professes-tu dans les entreprises? Parce que tu sais que cette room, elle est co-organisée par l'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels, qui va organiser d'ailleurs un très gros événement dont on parlera tout à l'heure, et puis par lesspeakers.com, qui est un agent de conférencier qui s'appelle Eric Blo. Alors, dans les entreprises, tu leur dis quoi? Alors, dans les entreprises, j'interviens principalement sur le travail en équipe, et pour développer mes idées, en fait, je m'appuie sur un documentaire qui s'appelle Tandem et qui retrace l'ascension du Mont Ventoux que nous avons effectué, Guillaume, donc mon associé, et moi, il y a quelques années maintenant. À l'origine, Guillaume, c'est un fan de vélo, vraiment un passionné, Et alors toi, que, fan de foot, quoi. et moi un fan de foot, donc autant dire deux univers complètement différents. Moi, Voilà. je connaissais absolument rien au vélo quand Guillaume m'a proposé d'embarquer avec lui dans cette aventure. Ah, c'est lui qui Et est venu te chercher pour ça. en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, Guillaume, donc c'est un fan de vélo, et ce que j'ignorais, c'est que le Mont Ventoux, c'est le Graal vraiment du cycliste, et c'est Ah le bah tu rêve m'étonnes. pour tout cycliste. Et simplement, voilà, Guillaume, il avait besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour oser se lancer dans cette aventure de l'ascension du Mont Ventoux. Mhm. Et comme il n'arrivait pas à le faire seul, eh ben, il m'a proposé de le faire en tandem. Et donc, il est allé chercher dans notre association la force qui lui manquait pour s'entraîner et pour faire cette ascension du Mont Ventoux. Et de mon côté, comme tu le disais, moi, j'étais plutôt dans le milieu du foot. Et sans Guillaume, j'aurais jamais eu l'idée de faire l'ascension du Mont Ventoux. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas un univers à découvrir, une aventure Ouais. à tenter. Et donc, Je voilà, relève le défi. je lui ai dit, je vais relever le défi. Donc, ce qui est intéressant, en fait, par rapport au travail en équipe, dans cette idée, c'est que finalement, un même objectif au sein d'une équipe euh, peut couvrir des motivations complètement différentes chez les individus qui composent cette équipe. Et souvent, on peut avoir tendance à penser que les autres doivent penser comme nous, qu'ils doivent s'aligner sur nous, alors que c'est pas ça qui est important.
L'important, c'est de partager l'objectif et d'aller découvrir les motivations qui animent et qui motivent chacun et qui vont lui permettre de partager le même objectif. Donc voilà, donc Guillaume, lui, son objectif. J'imagine qu'il y a une grosse préparation. Parce que le Mont Ventoux, comme tu dis, c'est le Graal des cyclistes. Ça monte très dur, très longtemps, et il y a du vent. Oui, il y a du vent, il y a même de l'orage parfois. Nous, le jour où on a fait l'ascension, on a eu l'orage. Donc ça donne des Mais pas le superbes, désespoir. ça donne de superbes images dans le documentaire qui a été fait du coup. Mais effectivement, faut s'entraîner. Et donc on s'est entraîné 6 mois. Alors ça ne veut pas dire qu'on a arrêté nos business et notre boulot pendant 6 mois. Ça veut dire qu'on s'est entraîné en plus du boulot. Et donc il a fallu trouver, avoir une organisation qui nous permettait de continuer à gérer notre boîte, travailler, plus s'entraîner. Et Mhm. donc, on faisait 2 à 3 entraînements individuels, donc chacun de notre côté durant la semaine, et on se retrouvait un week-end sur deux pour pédaler ensemble sur le tandem. Toi, tu faisais Donc, quoi? Du vélo d'appartement? et donc, on s'est équipé d'un home trainer, et donc moi, je faisais un home D'accord. trainer. On fait les D'accord. choses très bien maintenant, donc on Oui, peut oui. simuler des ascensions sur son vélo depuis chez soi. Et donc, je me suis entraîné comme ça 2 à 3 fois par semaine pendant quasiment 6 mois. Ouais. Mhm. D'accord. Et là, vous vous êtes dit, on est bon, on est prêt, on le tient, on y va. Alors, il y a vraiment eu des phases assez différentes. Moi, j'ai eu un gros coup de mou au mois de mai, donc un mois et demi avant l'ascension. Et là, je suis allé chercher des conseils auprès de cyclistes qui avaient déjà fait l'ascension ou qui avaient un certain niveau. Et ils m'ont invité à couper 15 jours avant et de ne plus faire de vélo. Donc, j'ai essayé de m'entourer, d'aller chercher des conseils pour tenir et gérer cette fatigue, on va dire. Et je me rappelle, avec Guillaume, on échangeait, et lui était dans une posture totalement différente. Il disait non, mais chacun y va de son avis, etc. Donc il était plus sûr de lui, plus confiant, on va dire. Et le jour de l'ascension, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben voilà, Guillaume a eu un gros coup de barre. Et alors que perso, et c'est pas pour me vanter, mais j'étais vraiment bien. Et finalement, ben, le rapport de force au départ, enfin le rapport de force, l'équilibre de départ où Guillaume était vraiment l'expert de vélo et moi le novice, s'est inversé un peu le jour de la course où je suis devenu un relais, et c'est Guillaume qui le dit dans le documentaire, donc c'est pour ça que j'en parle assez librement. Ouais. Je suis devenu un relais euh, auquel il ne s'attendait pas, et finalement on s'est très bien complété, donc c'était génial. Mais tout ça pour dire que eh bien, la performance, elle va naître de la complémentarité des talents et pas forcément du fait de rassembler toujours les meilleurs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Deschamps, quand il a gagné la Coupe du Monde, et peu avant la Coupe du Monde, il avait repris une phrase de Claude Onestal, sélectionneur d'équipe de France de handball. Il avait dit: je ne vais pas sélectionner les 23 meilleurs joueurs. Et j'aime beaucoup cette idée parce que finalement, la performance, elle ne vient pas du fait de rassembler les meilleurs, mais vraiment de la diversité des talents et de leur complémentarité. Et de Et ceux trouver qui les sont capables de faire vivre le groupe? Oui, c'est de faire vivre le groupe, mais aussi être complémentaire. Par exemple, Guillaume, donc lui, c'était vraiment l'expert technique. Il allait gérer tous les aspects liés au vélo, l'équipement, les entraînements. Et moi, finalement, le jour de l'ascension, quand il y a eu un coup dur, à un moment, il y a eu un problème de ravitaillement et donc un imprévu à gérer. Et on voit Guillaume s'énerver, perdre ses moyens, etc. Alors que je reste beaucoup plus zen, en fait. Et donc, cette complémentarité nous a aidés et nous a permis d'aller au bout de l'aventure. Et donc, c'est ça, la performance, elle vient vraiment de la diversité et de la complémentarité des talents. Pour prendre un exemple dans le milieu professionnel, pour prendre un exemple un peu simple, Kodak, qui était un peu le leader de la photographie, mais qui avait chez lui que des ingénieurs chimistes, en fait, donc une certaine uniformité des talents et des compétences, n'a Mhm. pas vu venir le virage du Le numérique, numérique? Mhm. et il n'a pas compris que son métier, c'était pas tellement un métier technique de chimiste, mais que c'était un métier qui visait à immortaliser les émotions, peu importe le support, peu importe le moyen final, finalement. Et Mhm. c'est un exemple qu'on prend pour illustrer cette idée que l'uniformité du talent, de la compétence, eh ben ça peut être problématique, voire dangereux, quoi. Et t'es- Et je pense que ben voilà, si on avait eu deux experts du vélo, deux cadors du vélo ce jour-là sur le tandem, et s'il y en a un qui s'énerve parce qu'il y a un problème, un imprévu comme celui qu'on a rencontré, donc un problème de gestion de bidon, et que l'autre il réagit en tant que professionnel en disant ah t'as raison, c'est pas normal, et qui se met aussi à s'agacer, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, peut-être que l'équipage va exploser en plein vol. Alors que d'avoir quelqu'un qui
par son vécu, ses épreuves, etc., est plus habitué à faire face aux imprévus, eh bien voilà, on s'est très très bien complété ce jour-là et c'était parfait, quoi. Alors, j'en profite pour accueillir avec nous Carole, Virginie, Philippe, Fanny, Marie. Vous êtes les bienvenus également pour vous exprimer quand vous le souhaitez. Vous connaissez le principe, vous levez la main et vous pourrez poser des questions à notre invité qui est Jérôme Adam ce soir. Jérôme est un serial entrepreneur qui, en dépit d'un traumatisme lui ayant fait perdre la vue, a décidé d'entreprendre, de se battre à réaliser un film, a écrit un livre, et puis vient de réaliser un autre film, donne des conférences dans les entreprises. Euh, Tu leur dis quoi dans les entreprises sur l'expérience de ce film, sur la complémentarité, sur le travail en équipe? Bah, déjà, pour commencer, on revient sur l'objectif, la fixation d'un objectif, comment on fixe les objectifs, comment on les partage ensemble. Et notamment, j'insiste sur cette notion que j'évoquais tout à l'heure, la motivation. Donc, aller comprendre les motivations de chacun et pas chercher à imposer ses vues et à faire en sorte que forcément tout le monde ait les mêmes motivations. Non, donc bien respecter les motivations des uns et des autres pour qu'ils partagent le même objectif. Donc on commence voilà, sur cette idée de partager un même objectif avec des motivations différentes. Ensuite, on arrive sur l'idée de développer nos complémentarités. Donc comment on fait pour développer nos complémentarités. Et on va beaucoup parler d'écoute et de communication, donc se dire les choses. Comment oser se dire les choses, parce qu'il y a pas mal de blocages parfois qui Bien font qu'on ne sûr. se dit pas les choses. Mhm. Qu'est-ce que l'autre va penser de ce que je lui dis, pour qui vais-je passer, la peur de s'affirmer, la peur de dire des conneries, etc. Donc, lever les blocages qui font qu'on n'ose pas forcément s'exprimer, se dire les choses. Et puis, ensuite, comment accueillir ce que nous dit l'autre. Donc, travailler sur son ego et pas prendre à titre personnel les remarques. Comprendre qu'il faut aussi mieux savoir dire les choses parfois que de se taire, mais il faut les dire peut-être directement à la personne et pas forcément en face de tout le monde, ce genre de choses. Ça va, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Très, très bien, Jérôme. Donc, on va être Alors, plutôt sur la communication ensuite. mhm. Alors, dans cette ascension qui est quand même assez exceptionnelle compte tenu du peu de niveau cycliste qu'était le tien au départ, malgré l'entraînement, il y a un moment, moi j'ai vu le film, il y a un moment où vous êtes quasiment à l'arrêt et on se dit, oula, là, ils vont peut-être mettre pied à terre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment avez-vous fait pour surmonter ce passage-là? Alors, tu fais bien de le souligner parce que l'objectif qu'on s'était fixé, c'était pas de faire l'ascension du Mont Ventoux, parce que ça, c'est un objectif un peu vague, on va dire. L'objectif précis était de faire l'ascension sans poser le pied au sol. Donc, Mhm. c'est vraiment voilà, un objectif, ça doit être précis, défini dans le temps et mesurable. Donc, nous, c'était ça notre métrique, c'était ne pas poser le pied au sol. Et à certains moments de l'ascension, effectivement, on avance à, je sais pas, 5-6 km/h, je pense. Ouais. Et on roule moins vite que quelqu'un qui marche bien, quoi. Donc là, ben voilà, on est dans le dur, c'est les moments les plus compliqués de l'ascension parce que on est sur des pentes à 15%, etc. Et là, ce qu'on avait repéré avec Guillaume lors des entraînements, on avait vu que la zone rouge, en fait, on avait identifié notre zone rouge et Mhm. on savait que moi, par exemple, j'avais une moins bonne capacité respiratoire que Guillaume, une moins bonne VO2 max. Et du coup, il fallait pas que mon rythme cardiaque dépasse 150, 160. Et pour ça, Guillaume, lui, gérait vraiment les vitesses, les plateaux, et on descendait régulièrement les vitesses, les plateaux. Donc c'est Guillaume qui gérait ça pour que je ne dépasse pas trop 160 et que j'aille pas trop puiser dans ma zone rouge. Donc c'est vraiment un effort, enfin un travail de gestion de l'effort. Et ça, on l'avait bien identifié et bien préparé à l'entraînement, quoi. Et à Donc, ce moment-là, et à ce moment-là, oui. quand vous êtes quasiment à l'arrêt, est-ce que tu es dans la zone rouge, toi? À un moment, Guillaume me dit que voilà, j'y vais un peu fort et qu'il faut que je me ménage. Donc, il me le dit une fois ou deux là, dans le film, on l'entend. Mais j'ai pas eu ce sentiment que j'allais craquer. Moi, j'étais vraiment bien le jour de l'ascension parce que l'entraînement, je m'étais quand même beaucoup entraîné. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais été chercher des conseils auprès de semi-professionnels, on va dire, qui m'avaient dit comment gérer
ces moments de faiblesse que j'avais pu ressentir au mois de mai, un mois et demi avant l'ascension. Donc, j'avais eu un grand coup de mou, on va dire, et je pense que j'étais passé, j'avais réussi à le gérer, à le dépasser, et j'avais bien récupéré pour l'ascension. Bien. Autre Alors, on élément, c'est récapitule, parce qu'à ce moment-là, on est un peu à la croisée des chemins. Vous êtes à deux sur le tandem, un qui est un cycliste amateur éclairé, toi qui n'es pas un vrai cycliste mais qui t'es beaucoup entraîné, et là, vous frôlez le pied à terre, qui était surtout l'objectif que vous ne vouliez pas atteindre. Qui motive qui à ce moment-là? Comment vous repartez? eh bien, écoute, avec Guillaume, on avait cette force de quand même beaucoup communiquer, que ce soit pendant les entraînements ou pendant le jour de l'ascension. Et beaucoup communiquer, ça veut dire se dire les choses agréables, mais aussi désagréables. Et je me souviens d'un entraînement où Guillaume m'avait dit d'un ton assez sec, c'est pas possible, on va pas pouvoir continuer comme ça va pas le faire, parce que je bougeais beaucoup sur ma selle. Et Mhm. ça m'avait pas fait vraiment plaisir de l'entendre, mais il avait raison de me le signaler. Donc, se dire les choses de façon franche et sincère, ça a été une de nos forces, en fait, que ce soit dans la vie professionnelle, parce qu'on faisait des points réguliers sur notre boîte, ou lors de cette aventure de l'ascension du Mont Ventoux. Donc, lors de l'ascension, moi, je ne saurais pas dire qui motive plus l'un que l'autre, tu vois. Je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, en tous les cas. Par contre, quand il y a cet épisode, cet imprévu avec le problème de ravitaillement du bidon, et que Guillaume s'agace, s'énerve, etc., là, je lui dis d'une phrase assez tranquille, je lui dis, c'est pas le moment de s'énerver. Et, euh, et puis on continue, on reprend l'aventure. Je pense que voilà, il a fini par digérer cette épreuve, cet imprévu, et on est reparti. Donc voilà, mais je tiens pas à me donner forcément le beau rôle avec ça, parce que à d'autres moments, Guillaume a pris le relais. Et, par exemple, je me souviens, à 1 kilomètre de l'arrivée, il y a une première banderole. Et puis après, il y a une autre banderole qui indique 500 mètres. Et donc moi, là, j'étais tout excité. Je me suis mis à pédaler comme un fou, à accélérer. Je sais pas où je suis allé chercher des ressources. Et puis, 500 mètres plus loin, une autre banderole qui dit encore 500 mètres. Tout ça pour dire qu'il y avait un bug, en fait, Ah et d'accord, que le banderole n'était pas bien. Et là, j'en ai pris un petit coup sur la tête quand même. ah, tu m'étonnes. Et, euh, et heureusement que Guillaume était là et qu'il pédalait normalement. Et je me suis dit, allez, je peux pas lâcher pour Guillaume. Faut que je tienne. Donc voilà. Donc il y en a pas un qui a plus le beau rôle que l'autre dans l'histoire. C'est vraiment une complémentarité, et on va chercher des ressources chez l'autre. Alors, deux, trois chiffres peut-être pour bien marquer les esprits sur l'ascension du Mont Ventoux, parce que c'est quand même particulier. Elle a duré combien de temps? Quel est le dénivelé maximal? Alors le dénivelé, bah, en fait, on part quasiment au niveau de la mer et on arrive à 1600 et quelques. Donc, et en fait, il n'y a pas de plat où ça monte tout de suite. Donc, on attaque quasi direct avec du 8%. Voilà, 1600 mètres. Il y a en moyenne, le dénivelé est de 8 et quelques pourcents. Et on a mis de mémoire 2h29. Ouais, c'est ça, D'accord. 2h29. Et Mais dans nous, quel... le chrono, c'était pas notre objectif, hein. On Oui, n'était oui, pas là on a pour bien taper un compris. chrono. On a Donc, bien compris. tu peux trouver des personnes qui font l'ascension. Vous pouvez trouver des personnes qui font l'ascension beaucoup plus vite, quoi. Bien sûr. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience tous les deux une fois que c'est terminé? Et alors, si je cite Guillaume dans le film, il dit que ben voilà, il a été très surpris par le fait de trouver chez moi un relais auquel il ne s'attendait pas, en fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il pensait, en tant qu'expert, en tant que pro du vélo, on va dire, être beaucoup plus moteur euh, dans l'équipe. Et en fait, il s'est rendu compte que ben, le relais était vraiment là le jour de l'ascension, que j'étais beaucoup plus présent. Donc, ça, c'est. Voilà, on revient sur le terrain complémentarité. Attendez, hop, je vais couper ça tout de suite. Tac. Tout va bien. J'en profite pour vous dire que n'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez dialoguer, échanger avec Jérôme Adam, lui poser des questions. C'est un homme tout à fait ouvert. Voilà, Voilà. Hein, n'est-ce pas, Jérôme? tout à fait. Et, et pour ma part, en fait, j'ai vraiment. Moi, cette aventure, je l'ai vécue comme une aventure humaine, et j'ai vraiment voulu aller chercher l'échange avec les personnes qui nous ont suivis, que ce soit des sponsors, des soutiens, parce qu'on a fait une campagne de financement participatif,
Donc voilà, moi je retiens beaucoup plus ce côté aventure humaine et à plusieurs. Il y avait quand même 70 personnes qui nous ont suivis de façon régulière. Donc, et moi j'étais vraiment plus dans l'échange, dans le partage. Ça, c'était ma motivation. Alors que Guillaume, je pense qu'il a eu, et c'est normal puisque son objectif c'est de réaliser un rêve de gosse, il est Ouais. beaucoup plus dans un plaisir personnel, on va dire. Dans la performance peut-être aussi. Oui, 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 dans la performance. Vous Ouais. aviez deux visions qui ont fini par se rejoindre. Oui, oui, c'est ça. Ben, on s'est rejoint autour de l'objectif et en ayant des motivations bien différentes. Donc, c'est voilà, chacun a respecté les motivations de l'autre. Il n'y avait pas de jugement à avoir en fait. Et à partir du moment où on était aligné sur l'objectif et que chacun apportait sa pierre à l'édifice, c'était bon. Parce que une des autres thématiques dans mes conférences, c'est aussi le thème de la confiance et la répartition des rôles. Et souvent, on peut avoir tendance à vouloir mesurer son apport à l'aune de celui des autres, alors que un engagement réciproque, mutuel, ça ne veut pas dire engagement équivalent. Comment comparer Guillaume qui apporte des compétences techniques, une expertise sur les entraînements, etc., et moi qui apporte plutôt une compétence marketing où je vais aller chercher des partenaires, m'occuper du financement de l'aventure. Et Mhm. voilà, donc c'est pas facile, ça se mesure pas, ça, finalement, mais chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et c'est vraiment une question de confiance. Et la confiance, elle s'entretient et elle nécessite à un moment des preuves, des résultats, mais on faut pas être, je veux dire, sans arrêt dans la mesure à vouloir savoir si l'autre apporte plus que l'autre, quoi. Comment on a créé cette confiance? Bah, déjà, nous, c'est vrai qu'on travaillait ensemble, donc il y avait un terrain propice au départ. Après, les rencontres, ben voilà, il y a le fameux je le sens pas, hein, est-ce qu'on sent bien la personne, est-ce qu'on la sent pas? Et la confiance, si on l'accorde, si on décide de s'engager dans une aventure et d'accorder notre confiance à l'autre, eh bien, il y a un moment, il va falloir qu'elle soit confortée par des actions concrètes. Et ça trompe pas, on ne peut pas tricher. Il y a un moment, si on voit que l'autre triche, qu'il n'apporte pas sa pierre à l'édifice, eh bien, soit on ferme les yeux et on continue à avoir une relation, mais à un moment, ça va exploser. Soit ben, on s'écoute, on dit il y a quelque chose qui ne va pas, et on exprime son ressenti. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus dans mes conférences, et exprimer son ressenti, quitte à être maladroit. Parce que souvent, comme je le disais tout à l'heure, il y a différentes raisons, différents blocages qui font qu'on n'ose pas exprimer ce qu'on ressent. Et du coup, ça va plus tard créer des tensions. Et donc, ces blocages, il faut y répondre, il faut les lever, exprimer nos ressentis. Et souvent, lorsqu'on va communiquer, échanger avec l'autre, on va se rendre compte que ben, soit notre ressenti était juste, soit il était faux, mais en tous les cas, on va pouvoir le lever et passer à l'étape d'après. Donc la confiance, voilà, elle va être entretenue par la communication et par des actions concrètes. Et ce ressenti doit s'exprimer régulièrement. Oui, oui, moi je pense que bon, il faut pas que ça devienne étouffant, mais à partir du moment où on a des petites voix, des signaux faibles, il y a une raison, quoi. Donc il faut savoir les écouter, apprendre à s'écouter. Et tu vois, pour prendre un exemple très concret, moi, dans mes conférences, apprendre à s'écouter, je donne un exercice très simple. C'est que souvent, quand on écrit des mails, qu'on est toute la journée derrière son PC, parfois on envoie des mails en se disant bon, là, je devrais pas le rédiger comme ça, je devrais pas réagir comme ça, mais tant Mhm. pis, je l'envoie, ça me soulage, ça me fait du bien. Et puis, on sait qu'au retour, ben, le mail, soit on va se prendre un scud, soit le mail va être mal compris parce que c'était pas clair. Et donc, on n'a pas écouté au départ notre ressenti qui nous disait bien ton mail, là, tel qu'il est formulé, ça va pas, donc ne l'envoie pas. Mais souvent, on va quand même appuyer sur la touche envoyer parce que voilà, on a envie de passer à autre chose, de s'en débarrasser. Et donc, apprendre à s'écouter, pour moi, ça commence par des petits exercices comme ça dans le quotidien. Euh, Apprendre à avoir ces signaux faibles. Et l'exemple du mail, c'est parfait. Un autre exemple, je sais qu'aujourd'hui, dans ma famille, enfin avec mon épouse et notre fille, on travaille aussi sur notre qualité d'écoute. Et à table, ben, les portables sont bannis et on essaye d'être présent à l'autre et pas être pollué par ces éléments que peut être le téléphone. Donc voilà, travailler l'écoute de son ressenti, ça passe par des petits exercices comme ça du quotidien qui sont assez simples à dire, assez simples à comprendre, mais pas forcément évidents à appliquer, quoi. Et quand on est chef d'entreprise comme tu l'es,
Comment on donne sa confiance? Comment on donne sa confiance? Parce que tu Euh, ne travailles pas tout seul. non, je travaille pas tout seul. Alors, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup en réseau, c'est-à-dire que des personnes qu'on me recommande, qu'on m'indique, Mhm. etc. Et pour le film Tout pour être heureux, je sais que au départ, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une équipe parce que je n'étais pas forcément dans ce milieu du cinéma, de la production audiovisuelle. Et l'équipe avec laquelle j'étais parti sur nos séries J'en crois pas mes yeux n'était pas disponible et ne se sentait pas de partir sur un film long métrage comme Tout pour être heureux. Donc j'ai dû trouver d'autres personnes, d'autres compétences. Et un jour, en faisant une conférence dans une entreprise, Technicatome précisément, la RH de la boîte m'a indiqué une personne, un réalisateur, pour commencer et à partir dans l'aventure. Bien. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui exprime assez facilement ce que je ressens, assez facilement mes idées, et du coup, en partageant, eh bien, souvent j'ai des retours et j'avance en fonction de ces retours. Donc voilà, c'est beaucoup finalement de réseaux, de communication comme ça. C'est comme ça que je vais commencer à accorder ma confiance. Alors, on va en parler de ce film parce que je ne sais pas si c'est l'œuvre de ta vie, mais en tout cas, c'est quelque chose de très important. C'est un projet qui court sur combien de temps? Alors, très concrètement, ça fera bientôt, enfin l'an prochain, ça fera 10 ans que j'ai commencé à travailler sur l'idée d'un long métrage qui s'inspire de l'histoire de mon frère. Donc mon frère, c'est quelqu'un, enfin voilà, c'est un beau gosse, quelqu'un d'intelligent, d'un milieu privilégié, qui sur le papier avait tout pour être heureux. En tous les cas, c'est ce qu'on dit souvent à son sujet, Ouais. et qui malheureusement, à l'adolescence, a basculé dans l'addiction aux stupéfiants et à l'alcool. Et, euh, et ça a été pour moi quelque chose d'assez douloureux pour plusieurs raisons, notamment en raison du regard des autres, où mon frère était perçu comme un délinquant, comme quelqu'un de bon à rien, alors que c'était tout sauf ça. Et ça, c'était la première chose qui m'a marqué. Et la deuxième chose qui m'a marqué à son sujet, c'est qu'on disait que voilà, il avait choisi ce qui lui arrivait, parce que sur le papier, il avait tout pour être heureux, donc s'il a basculé dans l'addiction, mais il l'avait bien choisi. Et ce côté choisi m'a beaucoup marqué et il a été renforcé par ce que nous avons vécu. C'est-à-dire que quand moi j'ai perdu la vue suite à une tumeur au cerveau, eh bien c'est venu renforcer cette idée qu'il l'a choisi, alors que moi j'avais subi ce qui m'arrivait. Mhm. Et donc en 2012, je me suis dit, je suis convaincu qu'il y a un film à faire sur cette histoire familiale, sur ces trajectoires croisées entre mon frère d'un côté et moi de l'autre. Et j'ai été mis en contact à ce moment-là avec un scénariste américain qui vivait à Paris. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure tous les deux de l'écriture d'un scénario long métrage. Et en 2014, on arrivait à une version plutôt aboutie. Et j'ai commencé à la présenter à des boîtes de prod, parce que je n'avais pas la prétention de produire le film à ce moment-là. Mhm. Et je me suis heurté à beaucoup d'obstacles, notamment de ne pas être du milieu, mais aussi, on me disait souvent que voilà, l'histoire d'un aveugle et d'un toxico, ça fait trop. Et donc, on ne peut pas faire ce genre de film. D'accord. Donc, j'ai pas réussi à lever ces obstacles. Et c'est resté dans un coin de ma tête. Et 2, 3 ans plus tard, oui, 2017, grosso modo, je me suis dit que j'allais partir sur un format documentaire où j'allais aller rencontrer celles et ceux qu'on n'entend jamais sur le sujet de l'addiction et qui pourtant sont des personnes clés, l'entourage familial et notamment les sœurs et les frères. Et les sœurs et les frères parce que ce sont des personnes auxquelles on ne pense pas spontanément. Souvent, on se focalise sur la personne dépendante elle-même. Au mieux, on va penser aux parents, mais on ne va pas penser souvent aux sœurs et aux frères. Et d'ailleurs, un peu pas à ce moment-là, je me souviens d'un livre de Marie Fugain, Oui, donc oui, la oui, sœur de Laurette Fugain, qui est oui. décédée d'une leucémie, et dont l'association Laurette Fugain aujourd'hui œuvre sur la recherche et les moyens pour aider les familles victimes de leucémie. Et Marie Fugain, j'avais entendu à la radio, elle disait, voilà, on pense souvent à la douleur des parents, mais on pense jamais à celle des sœurs et des frères. Et j'avais trouvé ça assez juste. Donc voilà, donc je me suis dit, les sœurs et les frères, c'est un public très intéressant parce que confident, privilégié et beaucoup plus proche que ce qu'on peut imaginer de la personne dépendante. Aussi, ce sont des personnes qui ont une histoire à gérer
Et contrairement aux parents qui peuvent parfois mettre ça derrière eux, les frères et les sœurs, ils vont quand même avoir toute une vie à gérer avec ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette histoire? Et puis, ils peuvent avoir des enfants aussi. Et donc, avec leurs enfants, comment ils vont vivre ça? Comment ils vont le gérer? Est-ce qu'ils vont leur en parler? Est-ce que ça va leur faire peur, etc. Donc, pour toutes ces raisons, je me suis dit que décaler le regard sur l'addiction grâce aux sœurs et aux frères, ça pouvait être très, très intéressant. Et c'est donc Et, la thématique du film. et donc, la thématique du film, c'est d'aller à la rencontre des sœurs et des frères qui vont nous parler de l'addiction à travers leur regard. Et l'objectif, c'est de mieux comprendre et protéger nos proches et de créer du dialogue, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ça reste un sujet hyper tabou, qu'on le veuille ou non, hyper tabou et avec encore des clichés quand même très très forts, où on va mettre le focus, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup du quartier nord-est de Paris, des problèmes de crack, etc. dans la rue, mais c'est Ouais. très très loin d'être représentatif du sujet de la consommation de drogue Oui, en parce qu'elle France, est quoi. présente partout, en fait, dans tous les milieux. Dans tous les milieux, il n'y a pas forcément des problèmes d'addiction. Enfin, il y a vraiment plein, plein de préjugés là-dessus. Et donc voilà, donc j'ai trouvé que les sœurs et les frères, ça pouvait être très, très intéressant. Et puis en travaillant sur ce film, à force de rencontrer du monde, de discuter, ben, je me suis rendu compte que j'avais une grosse angoisse. C'était celle de vivre avec ma fille, ce que mes parents et moi avons vécu avec mon frère. Mhm. Et c'est amusant, hein, parce que j'ai commencé à travailler sur ce long métrage en 2012. Et puis finalement, le film documentaire 5 ans plus tard, en grosso modo. Et en creusant, ben, j'ai compris que j'étais angoissé à l'idée de revivre ça avec ma fille, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, ce film, c'est un voyage où je vais à la rencontre des sœurs et des frères dans différentes régions de France, en Catalogne, à New York. Et c'est vraiment. Le film est conçu comme un voyage, en fait, une quête. Et c'est pas un documentaire au sens de reportage. On est vraiment. C'est du témoignage plutôt. Ben, oui, c'est du témoignage, mais pas comme on peut le voir à la télé avec du reportage. C'est vraiment conçu comme un film cinéma avec des beaux paysages, une recherche de mise en scène. Donc voilà, donc c'est un film D'accord. documentaire. On insiste beaucoup là-dessus. C'est un film documentaire. Ok. Et Alors, le film en ce moment, il est en approche de finalisation. Je crois que tu travailles sur la bande son pour la finaliser, donc il n'est pas encore prêt. On ne peut pas voir ce qu'il y a dedans, bien évidemment. Les frères et les sœurs te racontent quoi? Comment le vivent-ils, eux, cette addiction? alors, déjà, on peut parler des personnages parce que qui sommes-nous allés rencontrer? Donc, nous sommes allés rencontrer les deux petits jeunes, comme on les appelle, Sophie et Antoine, qui sont Oui. tous deux étudiants. Voilà, moi j'ai un vrai coup de cœur. Enfin, j'aime beaucoup les personnages du film, j'ai une vraie affection pour eux. Mais Sophie et Antoine, voilà, ce sont deux petits jeunes qui ont perdu leur sœur Laure récemment. Donc pour eux, c'est tout frais. C'est voilà, c'est une façon donc de le vivre qui est encore très fraîche. On a Jean-Yves qui est neurologue, chef de pôle à la Salpêtrière, donc un personnage très très comment dire très très respecté à la Salpêtrière et Mhm. au sens vraiment un grand monsieur et qui lui a eu des problèmes avec son frère il y a plus de 35 ans, donc c'était pas la même chose. Et puis on a un chef d'une entreprise internationale, une grande entreprise, qui va nous parler aussi de son frère, qui lui a eu autre chose comme souci, puisque ça a déclenché des problèmes, une maladie mentale. Donc ça permet d'aborder d'autres thématiques. Et on a en dernier personnage une fratrie à New York, Barcelone et puis en Normandie, où là la personne s'en est sortie, c'est sorti de l'addiction. Et donc, c'est encore un autre regard. Donc, tout ça, il faut qu'on a des personnages très riches, très, très complémentaires, et surtout des personnes qu'on n'entend jamais sur ce sujet-là, parce que ce ne sont pas les milieux que l'on va forcément toujours interroger. Euh, et donc, on sort vraiment du cliché, comme je le disais tout à l'heure, du 9-3 ou du quartier nord-est de Paris, quoi. On est vraiment très, très loin de ça dans ce film. Et, euh, et pas plus tard que cet après-midi, le chef monteur son me disait qu'il ben voilà, dans son entourage, il avait parlé du projet, du film, et que les langues commençaient à se délier. Et il me disait c'est génial parce que voilà, c'est des gens qui sur le papier ont tout pour être heureux aussi, et jamais on n'aurait pu penser qu'ils aient ces problèmes d'addiction. Et finalement, les langues se délient. Alors, petite parenthèse, l'addiction, c'est pas forcément que les stupéfiants d'ailleurs, on parle aussi d'alcool hein, dans le Oui. film. D'accord. Donc, c'est voilà, c'est Et quelque chose.
qui est beaucoup Jérôme, plus fréquent en fait. à travers les témoignages, est-ce qu'on comprend le point de bascule? Le point de bascule de la personne Oui, qui devient dépendante. oui, Mais en fait, on va essayer d'aller chercher pour, enfin, le fait que quelle est la raison qui fait que certaines personnes ont basculé, ouais, et on voit que c'est très difficile d'avoir des réponses catégoriques en tous les cas. Mais on va plutôt être sur comment les personnes vont l'avoir vécu, comment vont-elles l'avoir ressenti. d'accord, Et donc, on est vraiment sur le vécu et le ressenti. Et donc, l'émotion, le vécu, le ressenti, l'émotion. On n'est pas là pour faire quelque chose de didactique et centré sur le consommateur en fait. Et c'est ça où on est très innovant par rapport à tous les films ou tous les reportages qui existent sur le sujet aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui souvent la parole elle est monopolisée par la personne consommatrice ou oui, dépendante, oui. et alors que nous on n'est pas du tout là-dessus, on est vraiment sur le vécu et le ressenti de l'entourage et en particulier des sœurs et des frères qui est très très fort, très très proche quoi. Mhm. Il y a quasiment pas de filtre. Enfin, ils ont accepté de se livrer. Ils ont bien sûr, tu parlais de confiance tout à l'heure. Il a fallu gagner leur confiance, mais Oui, une fois que la confiance était là, ils nous ont dit des choses très très fortes et formidables. Et alors, pour donner une petite anecdote, puisque là on est en post-production et dans le montage, on vient de finaliser le montage image et la chef monteuse image, donc a des enfants. Et en fait, une de ses filles lui a piqué son ordinateur de travail pendant le montage du film. Et elle a regardé le film, alors qu'il n'était pas finalisé, mais elle a regardé le film. Et elle m'a appelé. Et elle a voulu m'appeler, donc on en a parlé. Et elle m'a dit qu'elle avait été très très touchée par le film et qu'il fallait absolument qu'elle le montre à plein de potes, ses copains qui avaient des problèmes de consommation de shit notamment. Elle aussi en avait. Et je lui ai dit, alors c'est marrant, et pourquoi tu es touchée? Qu'est-ce qui t'a marqué? Et elle m'a dit la capacité du film à nous permettre de nous identifier et à aller sur les émotions. Donc voilà ce qu'elle m'a répondu. Et ce qui est intéressant, c'est que la même semaine, à la télévision, il y avait un reportage, donc pas un film, mais il y avait un reportage sur Infrarouge qui s'appelle Jeunesse en fumée, qui dure 52 minutes, qui oui. parlait des jeunes consommateurs de shit, en fait, Mhm. puisqu'en France, on a une population de consommation, consommateurs de shit assez importante chez les jeunes. Et elle disait, quand j'ai vu ce reportage, ça ne m'a fait aucun effet, quoi. Même les personnages m'ont fait rigoler. Alors que c'était censé lui parler, puisque c'était des jeunes de son âge et des consommateurs. Et là, le fait que nous, on décale le regard, qu'on donne la parole aux sœurs et aux frères, et elle m'a dit, là, ça m'a touché, je me suis vraiment identifié et je me suis rendu compte de certaines choses. Et voilà, et donc ça, c'est le pari de notre film, c'est d'avoir un regard décalé et de montrer que grâce à ce regard décalé, on va aller réveiller des ressentis, des émotions, et qu'on ne touche pas avec un discours didactique ou quand il est centré sur le consommateur. Alors, est-ce que ces frères et ces sœurs dont tu nous parles, ils ont une façon de se comporter différente les uns des autres? Est-ce qu'ils sont dans le jugement, dans la compassion, dans la compréhension, dans la tolérance? Qu'est-ce qui fait un peu le sel de cette relation qu'ils entretiennent? Eh ben, un peu tout, mon capitaine, parce que ils sont chacun à des stades différents en fait d'évolution et d'acceptation de la situation. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que certains vont exprimer de l'impuissance, d'autres vont exprimer de la colère, d'autres vont se sentir terriblement coupables, d'autres vont avoir passé ces phases et vont être beaucoup plus dans l'acceptation et ils vont nous donner des leçons qui sont valables pour le quotidien, question d'addiction ou pas finalement, parce qu'ils ont dépassé cette colère, ce sentiment d'impuissance, cette culpabilité, et ils vont dire des choses très très vraies. Alors j'ai pas trop envie de dévoiler, mais on peut avoir parfois tendance à vouloir mettre les gens dans des cases et à Oui, imaginer, notamment chez nous en France. Tu parlais de mes études tout à l'heure. Moi, je sais que quand j'ai fait Sciences Po, j'ai été marqué par ce moule où je voyais des clones, en fait. J'avais l'impression que de père en fils, de petit-fils en petit-fils, génération en génération, il fallait faire Sciences Po, il fallait être mis dans des cases, etc. Et bien voilà, on va aller sur aussi des idées comme ça, où trouver sa place et respecter les choix de chacun, ben, finalement, c'est très important pour être heureux. Et on revient sur notre titre, tout pour être heureux, point d'interrogation. Donc, mhm, euh, donc voilà, donc, comme chaque personnage est à un stade différent d'acceptation, de compréhension de la situation, on va avoir des clés de lecture et aussi des idées, j'ai envie de dire, pour notre quotidien, pour notre vie,
qui vont dépasser l'addiction en fait. Alors toi, sur un plan plus personnel, c'est quelque chose que tu as vécu avec ton frère. Comment tu l'as vécu? Quels étaient les rapports que tu avais avec lui? J'en parle beaucoup dans le film parce que dans le film, en fait, mon histoire, elle sert un peu de jalon et de fil conducteur, on va dire. Donc voilà, j'interroge aussi les personnages par rapport à ça. Euh, donc voilà, il y a différents stades par lesquels j'ai pu passer, que ce soit de la tristesse, de la colère, enfin toutes les phases classiques de la résilience finalement. Ouais. Euh, le, le déni, alors Les 5 phases du deuil, c'est ça? oui, c'est un peu ça, oui, tout à fait. Ouais. Déni, colère, tristesse, vallée des larmes, Mhm. acceptation. Oui, on y est, quoi. Finalement, je pourrais faire un parallèle avec quand j'ai perdu la vue et les différentes phases de résilience par lesquelles je suis passé, quoi. Mhm. Donc, je les ai également connues avec mon frère. Mais de façon générale, j'ai envie de dire, plus on traverse d'épreuves ou de situations difficiles, plus certaines phases de la résilience vont s'estomper. Par exemple, le déni, aujourd'hui, c'est une phase, je pense pouvoir dire, que je n'y passe plus trop parce que quand il y a une difficulté, je suis pas en train de me dire non, non, tout va bien et fermer les yeux. Quand il y a une difficulté, je suis plutôt du genre à me dire bon, elle est là, qu'est-ce qu'on fait pour la dépasser. Et c'est un peu la citation de Sénèque que les entrepreneurs reprennent souvent. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons Mhm. pas, mais parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. C'est-à-dire que si tu fermes les yeux et que tu es dans le déni, eh bien, tôt ou tard, ça va revenir comme un boomerang et ça va être encore plus dur à gérer. Donc, par rapport aux phases d'acceptation et ce chemin de la résilience, moi, je pense que la phase du déni aujourd'hui, c'est une phase que, que je balaye assez vite finalement et je me dis, ok, c'est là, qu'est-ce qu'on fait Et si on revient sur le Ventoux et l'ascension du Ventoux tout à l'heure, quand on a eu cet imprévu avec Guillaume, j'ai réussi assez vite à gérer cet imprévu en me disant, bah, il est là, je vais pas le nier, je vais pas m'énerver, je vais pas m'agacer. Voilà, donc c'est c'est une force, je pense, aujourd'hui d'avoir vécu pas mal d'épreuves et de me dire que ça me permet d'accepter, enfin d'accepter, ou du moins d'envisager la difficulté et de ne pas la nier, quoi. Bien sûr. Comment tu les as Si je suis pas clair, faut rencontrés? me le dire, hein, parce que Non, non, c'est clair. je sens que je parle avec vitesse C'est et passion, donc c'est tout à fait clair. Comment tu les as rencontrés, toutes ces personnes qui viennent témoigner? Tu dis que tu les as trouvées à l'étranger, à droite, à gauche. De quelle façon les as-tu contactés? Comment ça s'est alors passé entre vous? c'est vrai que c'était une des difficultés du film, c'était de trouver des personnes qui acceptent de parler pour la première fois. Toutes parlent pour la première fois du sujet, toutes. Euh, donc, eh bien, certaines, je les ai trouvées grâce à mes conférences, puisque en conférence, je parle de mes projets, et donc je parlais de ce projet de film documentaire. Mhm. Et à la fin de mes conférences, ben voilà, les gens commençaient à se délire. On me disait, ben moi, dans mon entourage, je connais telle ou telle personne, peut-être qu'elle pourrait accepter de participer au film. Donc voilà, donc nos deux petits jeunes étudiants, Sophie et Antoine, je les ai trouvés grâce à une personne qui a assisté à une de mes conférences. Euh, le neurologue Jean-Yves, eh bien c'est mon neurologue que je connais depuis 35 ans. Et un jour, il m'a avoué que son frère, qu'il avait perdu son frère, un peu comme le mien. Donc voilà, je l'ai gardé en tête. Et quand j'ai commencé le film, je lui ai demandé s'il acceptait de participer. Et c'est intéressant parce que il m'a dit que lui, là, il n'éprouvait pas forcément le besoin d'en parler, mais que bah, il le ferait par amitié et s'il pensait que ça pouvait aider d'autres personnes, donc il l'a fait. Euh, le chef d'entreprise, en fait, je suis intervenu dans sa boîte pour un jury concours d'innovation. Mhm. Et puis, à la fin du jury, on a fait un débrief de la journée. Et il m'a demandé un peu quels étaient mes projets, donc je lui ai parlé du film. Et il m'a dit, ah, il faut qu'on se revoie, mais pas ici. Donc on a pris un café, on a discuté, et c'est là où il s'est lâché. Et il m'a dit des choses, et il m'a dit, je veux bien t'en parler, mais à Barcelone, sur ma terre natale, etc. Mhm. Voilà. Et puis la dernière fratrie, qu'on verra dans le film. Là, c'est par une mise en relation au début, quand on avait commencé le film. Et voilà, je voulais aussi des personnes dont les personnes s'étaient sorties de l'addiction. Et donc là, ça a été une mise en contact durant le film. Voilà, parce qu'après, j'ai plein d'autres personnes que j'ai rencontrées et certaines qui m'ont dit on va participer, puis finalement qui se sont rétractées. Donc voilà, il faut toujours avoir un peu plus de personnes
prête à participer que le nombre juste nécessaire, quand même. Bien sûr. Alors, vous êtes bien invité, évidemment, pour poser des questions, pour échanger avec Jérôme. Vous voyez toute cette expérience qui est la sienne, toute cette curiosité, toute cette volonté et tout ce vécu. Ça peut peut-être susciter des commentaires, de partager votre expérience, le cas échéant, avec lui. Je pense que ça peut être très intéressant. Et puis, Jérôme, on va parler maintenant de la suite, parce que ce film, il est sur le point de se terminer. C'est le montage de la bande son. Ensuite, quelles sont les prochaines étapes? Donc là, on va commencer le montage son. Il va y avoir l'enregistrement de la musique, puisqu'on a fait le choix d'une musique originale avec nos propres musiciens. Donc ça va être Oui. en juillet. Il va y avoir l'étalonnage là, entre les deux. Donc là, c'est l'harmonisation, l'homogénéisation des images, de la couleur, on va dire, pour faire Mhm. simple. Et puis, on aura le mixage, où donc on va, eh bien, comme le nom l'indique, mixer tout ça et finaliser le film. Et donc, l'objectif, c'est qu'il soit prêt pour septembre. Et de commencer à me présenter à des premiers festivals à partir de là. Mhm. D'accord. Ce film, il est destiné à quelle utilisation? Est-ce que tu pourras le projeter dans les entreprises si elles le demandent? Comment ça va se passer? Oui, alors il pourra y avoir effectivement des projections en entreprise. Aujourd'hui, on a quand même un soutien de la Fédération Addiction, de Médecins du Monde et de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Donc, un réseau de partenaires assez dense finalement sur le territoire qui va nous permettre aussi d'envisager des projections sur le territoire et Oui. d'animer des conférences débats. Donc, après, on peut envisager de monter une offre en entreprise avec aussi des intervenants de ces organismes à mes côtés lors de la projection. Ouais. Oui, parce que en dehors des festivals sur lesquels tu pourras te trouver éventuellement, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes, beaucoup d'interlocuteurs. Alors aujourd'hui, on en a un petit peu parlé avec le confinement, mais pas assez à mon goût. Les pratiques addictives ont grimpé avec les conditions dans lesquelles Et on vit. justement, oui. Pardon, excusez-moi. Et du coup, si on reste sur la consommation d'alcool ou de drogue, il y a des statistiques aujourd'hui qui montrent que la consommation de psychotropes a grimpé de 22% chez les consommateurs habituels. Oui. Donc, moi, j'ai un peu tâté le terrain dans les entreprises, mais elles sont encore très, très frileuses en fait aujourd'hui. C'est très, très difficile d'avoir des entreprises qui s'affichent sur le sujet. Mhm. Certaines ont commencé à mettre en place des lignes d'écoute, mais de là à faire des programmes un peu plus d'envergure ou à parler frontalement du sujet, aujourd'hui, c'était assez difficile d'avoir leur attention là-dessus, quoi. Mais je pense que ça va être un des enjeux des prochains mois, ouais, j'en suis convaincu. Alors, j'aimerais solliciter quelqu'un qui est avec nous, qui est Loïc Simon, parce que Loïc, c'est un as du social selling. Si tu veux bien, Loïc, nous dire quelques mots sur la façon dont il serait possible éventuellement de faire la promotion d'un film comme celui-là, qui peut s'avérer être en plus Je quasiment bois un coup. d'utilité publique. Voilà, Loïc est monté avec nous. Bonsoir Loïc. Bonsoir, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt l'ensemble de cette interview, qui est plus d'ailleurs une interview ou un podcast qu'une room traditionnelle de Clubhouse. Hein. Mais bon, c'est bien aussi de temps en temps d'être là pendant qu'on mange et d'écouter Jérôme, que je ne connaissais pas et avec lequel j'essaie de me connecter d'ailleurs sur LinkedIn, tu verras. Voilà. Super. Je trouvais ça Voilà. très intéressant. Alors, je pense que pour faire la promotion de l'activité de Jérôme, que ce soit donc là le nouveau film en l'occurrence, le nouveau documentaire, eh bien il faut essayer de nous éduquer un peu justement autour de ces thèmes de l'addiction, et pas que d'ailleurs à l'alcool et, au, et, et à la drogue, mais aussi, pourquoi pas, au sexe. Et il y a des gens qui sont vraiment addicts aujourd'hui au porno, des choses Ah, il comme y a ça. toutes sortes d'addictions, de toute Voilà, il y a façon. toutes sortes d'addictions. Et je trouve que ce qu'il faut, c'est nous éduquer, et notamment les réseaux sociaux sont un excellent endroit pour éduquer les futurs, entre guillemets, clients, que ce soit d'ailleurs des clients entreprises qui auront besoin de tes services de conférence ou autres, comme les particuliers qui vont aller voir le documentaire et en parler à d'autres. Mhm. Je pense que c'est toute une posture qui devrait être et c'est le cas pour tous les conférenciers d'ailleurs, orientés vers
aider les clients futurs et ceux qui vont vous recommander à progresser dans leur parcours d'apprentissage dans le domaine où, in fine, vous avez quelque chose à vendre. Hein. Voilà. Mais ça veut dire être très généreux, être très altruiste dans ce qu'on partage comme contenu, comme disent les marketeurs, Mm. comme expérience, etc. Comme tu l'as fait d'ailleurs, Jérôme, je me permets de te tutoyer, hein, comme tu l'as fait tout au long de cette heure à laquelle que j'ai savouré en fait doctement. Voilà. Voilà ce que je dirais comme ça au débeauté, Christian. Hein. Tu m'as Bah, pris à merci. froid là. Bah oui, bien sûr. Mais je savais que tu avais du répondant, Loïc. Oui, ben, merci. Merci à toi. Jérôme, tu penses quoi de ce que vient de dire Loïc? Ben, en fait, le point principal que je retiens, c'est aller sur les pratiques addictives en général et pas la limiter à certaines thématiques. Et aujourd'hui, euh, on voit, il y a des études qui sortent que voilà, les pratiques addictives dans leur ensemble explosent, hein, que ce soit l'addiction au jeu aussi notamment. Oui. Donc, je rejoins cette idée au sens où voilà, c'est dans l'air du temps et je pense que la société et nos dirigeants vont finir par ouvrir les yeux sur ces pratiques addictives. Maintenant, je pense que pour y répondre, en fait, il faut réussir à élargir le débat et à montrer qu'il y a des réponses qui vont certes être intéressantes pour l'addiction, mais qui vont être plus larges que ça. Je m'explique. Aujourd'hui, en fait, on voit dans les écoles des programmes comme Unplugged qui se développent et qui travaillent sur les compétences psychosociales des ados. Et on n'est plus sur des approches uniquement didactiques, quels sont les produits, quels sont les dangers de chaque produit, etc. Mais aller travailler sur la confiance en soi, le respect des autres, la prise d'initiative, etc. Et moi, je crois beaucoup, beaucoup en ces approches parce que finalement, moi, ce que j'ai compris très tard avec mon frère, par exemple, c'est que c'était quelqu'un de très angoissé et que ces angoisses, finalement, ben, les produits, les substances, lui apportaient une réponse face à ces angoisses. Alors, c'était Ouais, peut-être pas la bonne, malheureusement, bien sûr. mais elle lui permettait de gérer un problème. Et du coup, ces programmes qui travaillent sur les compétences psychosociales, je trouve ça hyper intéressant et ça va répondre plus largement aux pratiques addictives. Donc, il ne faut pas enfermer le sujet sur quelque chose de trop didactique, mais vraiment aller sur cette base plus large et donc comprendre que en traitant le problème comme ça, on va répondre à d'autres problématiques parce que la confiance en soi, eh ben, on en a besoin tous les jours, dans toute sa vie, et quelles que soient les thématiques. Il n'y a pas besoin d'être addict pour avoir besoin de travailler sur la confiance en soi. Quand même. Alors, vous êtes encore une fois les bienvenus pour vous exprimer sur toutes ces thématiques-là. Vous avez bien compris que parler avec Jérôme Adam, c'est quelque chose d'un peu particulier parce que il a une vie assez riche de tout ce qui a fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui, avec les joies, les souffrances et avec surtout un indicible espoir chevillé au corps, j'ai l'impression, Jérôme. L'espérance, tu veux dire? Toujours garder Ouais, espoir? ouais, Oui, bah, je sais pas si je sais pas ça, si c'est l'inné, de l'acquis. J'ai jamais trop réfléchi là-dessus, à vrai dire. c'est ta fille? Pardon? C'est ta fille? Eh ben, c'est une bonne remarque parce que figure-toi que dans un bouquin que je viens de lire, je sais plus, il y avait une remarque au début, enfin une phrase à un moment au détour du livre qui disait que l'enfant du héros du livre, eh bien, ça lui donnait un motif d'espoir et une raison de vivre, en gros, pour faire simple. Et j'ai bien aimé cette idée d'avoir une capacité à se projeter, d'avoir un but pour se projeter. Et il parlait Ouais. de ses enfants. Mhm. Et ben voilà, oui, je pense qu'aujourd'hui, mon épouse et ma fille, pour moi, ce sont des raisons supplémentaires, même si je trouve que c'est un peu rationnel de dire ça, mais des raisons supplémentaires de continuer à avancer, de faire des choses, d'entreprendre, de vivre tout simplement. Et, donc, moi, j'ai perdu ma mère, après j'ai perdu mon frère, 1 an et demi après. Et c'est vrai que je me suis retrouvé un peu seul à ce moment-là. Enfin, il restait encore mon père, mais voilà, il y avait encore le stade de Reims, mais tu vois, ça Ouais. suffisait pas quand même. Et cette rencontre avec mon épouse, puis la naissance de notre fille, eh ben, évidemment, je pense qu'il faut être honnête. Ce sont des raisons supplémentaires de réussir à se projeter. Et, euh, et dans un bouquin d'Alexandre Dumas, je ne sais plus lequel, je retrouverai le titre si vous voulez, mais il disait que les personnes qui avaient
longtemps souffert, avaient du mal à croire en leur bonheur Ouais. quand ils se présentaient. Mm. Et c'est vrai que moi, j'étais dans cette phase à un moment où je me disais, bon, allez, quelle est la prochaine tuile, quoi. Voilà, j'ai eu 2 opérations pour une tumeur de cerveau, j'ai fait 6 mois de chimio, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon frère. Bon, quelle est la prochaine tuile, quoi. Voilà, j'étais vraiment dans cet état d'esprit, ce qui m'empêchait pas de continuer à entreprendre, mais j'étais quand même, voilà, j'avais un boulet au pied, quoi. Et puis quand j'ai rencontré Corinne, mon épouse, je me suis progressivement autorisé à croire que j'avais le droit au bonheur aussi, même si, et elle pourrait le dire, hein, au début, j'étais là, bon, quelle est la prochaine tuile, quoi. J'étais vraiment habité par cette idée. Mhm. Et Alexandre Dumas le dit très bien, c'est dans le conte de Monte Cristo, voilà, ça me revient. Il y a une très très belle phrase que j'ai notée, mais je ne pourrais pas vous donner mot pour mot. Mais il disait, voilà, ceux qu'on souffert longtemps, on peine à croire à leur bonheur et il faut du temps. Et moi, il m'a fallu du temps. Et aujourd'hui, eh bien, j'essaye d'être dans cette dynamique et de me projeter. Voilà. Et le film, si je veux, sans faire une analyse, mais je pense que c'est un peu aussi une façon de continuer et de finir de digérer tout ça et de transmettre, de faire quelque chose de ces histoires. Parce que je me dis, ces personnes dont on parle dans le film, sont quand même des personnes brillantes, très attachantes, qui ont vraiment une richesse. Et ça serait vraiment con de ne pas réussir à faire quelque chose avec tout ce vécu, tous ces ressentis. Donc voilà, on retrouve le côté entrepreneur là, c'est-à-dire transformer tout ça pour que Ouais. ça profite à tout le monde. Parce qu'il y a Et malgré tout de l'énergie positive dans tout ça. voilà, ouais, ouais, exactement. Ouais. Jérôme, il y a une question que je ne peux pas ne pas te poser. Mhm. Que penses-tu de la légalisation ou non du cannabis, par exemple? Parce que ça devient une question de société ces derniers temps. Il y a toute une réflexion qui est menée là-dessus. Toi, tu as, j'imagine, une opinion particulière sur le sujet. Et ben en fait, moi forcément au début, avec ce que je vivais avec mon frère, donc dans les années 90, 2000, enfin, moi dès qu'on me parlait de drogue ou quoi, je m'énervais quoi. Je pouvais pas du tout accepter qu'on parle de ça quoi. Euh, et puis en rencontrant pas mal de familles, de personnes, tout ça, j'ai compris qu'on était finalement tous inégaux et que chacun allait réagir différemment face aux produits. Et c'est pareil pour l'alcool ou d'autres substances, hein. Euh, j'ai finalement compris cette idée forte que certaines personnes consommaient et qu'elles n'allaient pas prendre les mêmes risques que les autres. Déjà, ça, pour moi, c'est une première révolution, comprendre ça et l'accepter surtout. Ensuite, souvent, on est dans le jugement de pourquoi tu consommes, etc. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'il fallait non pas se dire pourquoi tu consommes, mais quels sont les effets que tu recherches, qu'est-ce que ça t'apporte. Et tout à l'heure, je disais que voilà, mon frère, lui, c'était quelqu'un avec de grosses angoisses et qu'au départ, les substances, eh ben, ça avait répondu à ses angoisses. Après, c'est devenu un problème, mais au départ, ça cherchait bien à répondre à quelque chose. Donc, finalement, quels sont les effets que tu recherches à travers cette consommation? C'est une question clé qu'il faut poser aux personnes quand on est face à des personnes qui consomment. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans le film sans que ce soit abordé de façon pédagogique, encore une fois, mais à travers toutes les paroles qui sont dites, on peut le saisir. Et donc, pour répondre à ta question, moi aujourd'hui, en fait, je trouve qu'on met trop l'accent sur le côté légal, répressif. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on mette l'accent sur la prévention et la réduction des risques. Et tout à l'heure, je parlais des compétences psychosociales avec ce programme Unplugged dans les écoles qu'il faut vraiment Ouais. développer. Eh Mhm. bien, voilà, moi, mon message, c'est vraiment celui-ci, c'est d'aller chercher à développer les compétences psychosociales des jeunes parce que ça va leur servir dans leur vie de tous les jours et pas uniquement face aux addictions. Et donc, on comprendra finalement qu'en améliorant leur confiance en eux, etc., ils auront moins besoin de ces substances-là. Donc, à un moment, j'étais presque arrivé à me dire que j'étais pour la légalisation et tout ça. Et puis, pour avoir fini de discuter avec vraiment des professionnels de la santé, moi, j'ai pas rencontré les professionnels du monde judiciaire, etc. Il manque un peu cette corde à mon arc pour finir de répondre à la question que tu me poses. Ouais. Mais je ne pense pas être pour la légalisation pure et dure. Après, un usage encadré, réglementé, pourquoi pas, quoi. Mais pas une légalisation pure et dure. Bien. Vos questions sont toujours les bienvenues, vos témoignages, tout ce que vous avez à partager avec nous, puisque vous savez que le principe de cette room, c'est aussi le partage. On y trouve ce que l'on y apporte également. Jérôme, question perfide de ma part.
Perfide. Oh là là. Ouais, bien sûr, tu vas voir. Après tout ce que tu as vécu, que tu as bien voulu partager avec nous, est-ce que l'on pourrait dire aujourd'hui que tu as tout pour être heureux? Est-ce que j'ai tout pour être heureux? Oui, j'ai quand même beaucoup de choses. Déjà, souvent, en ce moment, quand je suis fatigué, parce que, enfin, moi, je savais pas, mais produire un film, c'est une aventure de dingue, en fait, surtout un documentaire, un film documentaire, dans les conditions dans lesquelles on les a tournés avec le confinement et tout. Enfin, c'est juste une aventure de dingue et faut être carrément fêlé presque. Et Ouais. souvent, le soir, voilà, quand j'en peux plus, je me dis, mais j'ai une chance énorme avec mon épouse et notre fille. Ouais. Et donc, je me dis, ouais, je suis très, très. Je suis vraiment heureux et j'ai une chance incroyable, quoi. Donc, je suis vraiment passé de cette logique de me dire quelle va être ma prochaine tuile à essaye de profiter de ces personnes, de cet amour autour de toi. Eh bien, tu nous en as fait profiter à nous. Et ça n'est pas fini parce que c'est le principe justement de cette room, mais bien au-delà, c'est le principe d'un rendez-vous qui est de faire profiter tout un chacun de l'expérience de ceux qui ont un vécu un peu particulier ou de ceux qui ont l'amour des mots également. Et là, Philippe Boulanger, il est en train de me voir venir, il se dit, ah, je pense que je vais être sollicité pour parler d'Elevate. Ça ressemble un petit peu à ça, parce que Philippe, toi qui es président de l'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels, eh bien, vous organisez cet événement tous les ans, qui est un espèce de cadeau, en fait, que vous faites, mais que vous faites également aux autres. Oui, bien sûr, Christian, merci de cette gentille introduction. Donc, oui, Elevate, c'est le 4 et le 5 juin, donc c'est la semaine prochaine, hein. Et c'est un événement qui est réservé à toutes les personnes qui prennent la parole en public, en fait, que ce soit des conférenciers, même des conférenciers confirmés, hein, des conférenciers professionnels, mais aussi bien des formateurs ou des coachs ou des entrepreneurs qui ont besoin effectivement de prendre la parole devant un public tout à fait varié. Et donc, Elevate, ça va être le partage d'informations de la part d'autres professionnels qui sont des spécialistes de la prise de parole en public, avec autour d'un thème cette année qui est « Oser la différence ». Oser la différence parce que la différence permet de ne plus être comparé. Donc, on n'est plus comparé sur des prix ou sur des boîtes qu'il faut cocher, tu sais, hein, la liste des différents points. Non, en fait, c'est cette différence qui va faire que du coup, on n'est plus comparable. Et ça, c'est un aspect qui est important qu'on développe donc comme thème principal aujourd'hui sur Elevate. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est pas compliqué. Vous allez sur convention-afcp.com et vous trouverez toutes les informations sur cet événement. Donc, convention-afcp.com. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Alors maintenant, en t'écoutant, Jérôme, qu'attends-tu pour nous rejoindre à la FCP? Peut-être qu'on se rencontre. Et c'est fait. C'est marrant parce qu'en vous écoutant, je me disais, là, ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de conférence parce que avec le confinement, etc., c'était très compliqué. Et puis, je me suis lancé corps et âme dans ce film. En fait, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de faire que ça. Donc, je pense qu'avec le film, la sortie, etc., le temps des conférences va revenir. Oui. Le temps des conférences va revenir. Okay. Surtout pour des gens qui amènent du vécu, des choses positives et du partage comme tu peux le faire. De toute façon, en tout cas, les planètes sont alignées, messieurs. Je dirais quasiment que le rendez-vous est pris. Je vais solliciter quelqu'un d'autre maintenant, parce que finalement, il faut s'occuper de tous ces gens-là. Et il y a un métier qui est un métier particulier, qui est celui d'agent de conférencier. Alors, je dirais, Éric Blot, puisque c'est à toi que je m'adresse, que finalement, ce sont des histoires de rencontres. Comment tu les provoques, ces rencontres? Comment je provoque les rencontres? C'est ça que tu dis, Christian? Ouais. Bonjour Jérôme. Bonjour, désolé, Eric. je suis arrivé très en retard, mais j'écouterai le replay. Comment je provoque les rencontres? C'est souvent le bouche à oreille, en fait,
qui me permet de rencontrer des gens. En fait, j'ai beaucoup de rabatteurs maintenant dans ce métier. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais tu connais pas cette personne, mais il faut absolument que tu la rencontres. Ou alors, de temps en temps, j'appelle le réseau. Je demande aussi est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est capable de s'exprimer sur tel sujet, qui serait expert ou qui aurait vécu quelque chose qui correspond souvent à une demande d'un de mes clients en réalité. Donc c'est comme ça que ça se passe pour moi. Donc voilà. Et Philippe, arrête ton micro parce qu'il y a de l'écho. Ah, Non, on en a fait, un c'était. micro fantôme. C'était rien du tout. Bien, on arrive au terme de cette room quasiment. J'en profite pour faire un petit coucou à Claude Garcia Zunino, qui est sur un quai de gare et qui nous disait qu'elle pouvait pas trop intervenir. Bon voyage Claude et à bientôt. Et puis, Jérôme, je voudrais te demander quelle est la prochaine étape pour toi maintenant. Eh bien, si je reste très opérationnel, la prochaine étape, c'est vraiment de finir le film. Et il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup, c'est quand on est à 10 pas de l'arrivée, 9 est la moitié. Et ça se vérifie dans le sport. On a commencé avec l'ascension du Mont Ventoux. Et je disais tout à l'heure que nous, quand on était à 500 mètres de l'arrivée, ben, finalement, j'avais failli craquer à cause d'un problème de signalisation. Donc, ne rien lâcher, c'est comme au tennis. Le dernier point, c'est parfois le plus difficile à mettre. Donc, voilà, bien rester concentré sur le film, bien le finir, continuer à être professionnel. Et la prochaine étape, ça va être l'audace, hein, toujours l'audace. Donc là, je travaille sur la version anglaise pour aller le présenter à des festivals aux États-Unis. Voilà, donc c'est continuer sur cette dynamique audacieuse qui nous a porté toute l'année de tournage, où on a vraiment déjà, avec toute l'équipe du film, renversé des montagnes, et donc continuer là-dessus. Après, mais on en reparlera plus tard. Voilà, on a parlé du Stade de Reims. Moi, j'ai des ambitions aussi dans ce domaine-là, mais c'est pas le moment là pour le moment. Donc, on verra ça plus tard. D'accord. Jérôme Adam, merci. Au plaisir de te retrouver à très bientôt. Le film Tout pour être heureux, point d'interrogation, sort très, très prochainement. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a une room chaque soir, donc demain soir, même heure, même motif, même punition, autre invité. Celui de demain s'appelle Bruno Marion. Il a une formation d'ingénieur, il a travaillé en entreprise et puis il avait des questions existentielles. Il a parcouru le monde pour ces questions, pour y répondre et il a développé la théorie du chaos. Il vous en parle demain soir à 18h30, mais le chaos, attention, ça n'est pas le bordel, et on peut trouver son bonheur en s'appuyant sur le chaos. Ce ne sera pas un joyeux foutoir, mais vous êtes quand même les bienvenus demain soir à 18h30. Bonsoir, merci à tous et à demain. Au revoir. À demain. Au revoir, à demain. Merci. Bye bye.